Bonjour à tous. Bonjour mes amis. Je vous fais cette petite vidéo pour vous parler des élections présidentielles et législatives qui auront lieu en France en 2022. Pourquoi je vous en parle? Parce que le président Macron, en esquivant la succession de Paul Biya, a pris vraiment une option pour une possible victoire en 2022. En effet, organiser la succession de Biya aurait été un véritable piège pour le président Macron. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour bien la comprendre, il faut savoir qui est le président de la France. Le président de la France, en fait, c'est un double président. Il a une double casquette. Il est président de la France où on utilise l'euro et il est l'empereur de l'Afrique où on utilise le franc CFA. Autrement dit, pour se faire élire, il a besoin aussi bien du soutien des multinationales qui exploitent ces pays africains, mais aussi du soutien de ces présidents africains qui sont les valets de la France. Donc, vous voyez très bien que le président de France repose jusqu'à là sur deux piliers. Mais il arrive, la situation la plus aisée, c'est quand le sérail français a trouvé le bon candidat. Alors, tous les présidents de la France-Afrique se poumonnent tout simplement pour acheminer les valises et soutenir sa candidature. Mais il arrive des moments où la candidature, le sérail français ne s'accorde pas sur celui qui va mieux défendre leurs intérêts. Alors, on voit en Afrique vraiment un casse-tête chinois, puisqu'ils ne savent pas qui soutenir, qui pourra leur garantir leur place à la prochaine mandature. C'est ainsi qu'on a vu Le Pen arriver au Gabon, en Côte d'Ivoire, pour prendre des valises, parce qu'on ne savait pas quel est le candidat de la nomenclature française. Résultat, il fallait financer tous les candidats. Ce sont des situations incongrues qu'on voit de temps en temps en France-Afrique. Mais depuis un certain temps, il y a un troisième acteur qui intervient, c'est les peuples africains, aussi bien en Guadeloupe, en Martinique qu'en Afrique, et toute la diaspora africaine qui vit en France commence à peser dans cette élection. Et il faut en tenir compte. Donc vous comprenez que le président Macron, dans cette conquête de sa réélection, a besoin de jouer sur les trois paramètres. Évidemment, depuis Charles de Gaulle jusqu'à Emmanuel Macron, tous ces présidents jouent sur ces deux casquettes et chacun allant de sa petite touche pour éliminer tel président, favoriser tel autre président ou tout simplement mettre en prison un autre président. Cet exercice a abouti souvent à des situations macabres, comme vous le voyez sur ce schéma. 21 présidents africains assassinés par la France en 50 ans. On ne compte pas là-dedans les deux derniers présidents qui ont été éliminés récemment, parmi lesquels le maréchal Idriss Déby. Il faut dire que quand on est président de France ou cet empereur, on est assis vraiment sur une chaise en équilibre. Car si vous êtes trop arrogant dans la satisfaction de la France-Afrique, vous risquez de chuter. Mais si vous êtes trop mou, trop léger dans cette gestion, vous risquez d'être éjecté. Donc, il faut tout faire pour rester dans ce siège, c'est-à-dire rester modeste tout en étant arrogant. Je vous ai mis ici quelques exemples pour montrer depuis tous les présidents France-africains comment ils sont classés. Si vous prenez Giscard d'Estaing et Sarkozy, ça a été les plus arrogants empereurs de France. Le président Giscard d'Estaing a dû introniser tout un empereur en Afrique pour se taper une impératrice. Et d'ailleurs, il a réussi son coup parce que c'est le seul président de la Ve République qui s'est tapé une impératrice. Les autres n'ont pas pu atteindre ce niveau-là. Nicolas Sarkozy est aussi celui qui a été le plus violent en tuant, comment on l'appelait encore, Kadhafi comme ça, en mondovision, et en envoyant d'un coup de tête Laurent Gbagbo à La Haye. Donc c'était violent. Et évidemment, quand vous êtes trop violent, trop arrogant, vous plongez. Alors il y a deux autres cas, Pompidou et, comment on l'appelle, l'avant-dernier président français. Lui,
il était trop léger. Et il s'est même permis de laisser Paul Biya lui faire des leçons sur la durée de la mandature. Donc cette moleste a fini par le faire abandonner, il ne s'est même pas représenté. Par contre, ceux qui ont pu faire le bon équilibre, c'est Charles de Gaulle, Mitterrand, Jacques Chirac. Et le président Macron veut s'installer dans cette lignée-là de ceux qui ont bien mené l'équilibre entre l'arrogance et la modestie. Évidemment, avec le dossier Biya, le meilleur serviteur de la France, le président Macron se retrouvait face à une tâche très difficile. Car comment enlever un homme qui est là, qui a rencontré tous les présidents de la Ve République sans laisser des plumes. Et la chose se complique, car il s'est glissé dans cette histoire-là, le président Maurice Kamto, qui est venu se mettre à la tête de ce troisième opérateur dont je vous parlais, les peuples africains. En fait, le président Macron est face à un piège qu'il essaie d'éviter. Si il met à la tête du Cameroun un membre du clan Biya, il va se faire rattraper par toute la jeunesse panafricaine, par tous les Africains du monde entier, y compris la gauche vraiment bien pensante, comme on dit. Mais s'il laisse l'élection se passer normalement au Cameroun, Maurice Kamto va gagner. Et là, il va s'attirer la foudre de tous les France-Africains et de ces multinationales qui gèrent l'Afrique. Donc, dans les deux cas, assurer la succession de Biya aurait été un piège fatal pour le président Macron. Il aurait perdu directement toutes ses chances de se faire réélire en 2022. Alors, comment le président Macron a donc évité le piège? Ça, c'est pas facile. Il a fallu convaincre le sérail dominant. Et pour cela, il a tout simplement mis en avant ses performances. Ses performances au Cameroun, quand il a installé un sarcophage sur Biya, et ses performances en Afrique, par exemple avec la mort en direct du maréchal Déby du Tchad. Examinons ces deux situations et vous allez voir qu'au Cameroun, par exemple, le président Macron a d'abord lancé une opération extraordinaire. Vous vous rappelez dans ce salon de l'agriculture où il s'est agressé à Calibri Calibro. Oui, je sais tout ce qui se passe au Cameroun, je sais qu'il y a génocide et tout, etc. Mais j'y veille, j'y ai mis un couvercle. C'était ça le message officiel de la France. En pratique, on a nommé l'ambassadeur Guillou président du Cameroun et c'est lui maintenant qui se débrouille pour assurer ce sarcophage sur le Cameroun. Exactement comme on a couvert l'accident nucléaire qu'il y avait eu à Tchernobyl. Le Cameroun est un Tchernobyl sur lequel on a mis un sarcophage. Le président, personne au Cameroun ne peut vous dire où se trouve ce président, y compris sa famille. Maintenant, il y a le terrorisme des Camerounais. C'est-à-dire, on terrorise les Camerounais avec cette guerre du Nozo et cette histoire de Cannes. Il n'y a pas deux activités au Cameroun. C'est des tueries et la Cannes. Donc, une opération Emmanuel Macron avait déjà réussi à menacer Ahmad Ahmad d'imposer le glissement. Parce que normalement, le Cameroun aurait été disqualifié. Ensuite, on arrive au gel de la politique au Cameroun. Je vous assure, M. Guillou est intransigeant sur ce point-là. Il ne veut aucune réunion au Cameroun. Maurice Kamto est incapable de faire la moindre interview, même dans ses toilettes. Vous avez vu ce qui s'est passé au Hilton. C'est extraordinaire. Vous ne pouvez plus rien, c'est gelé. Jusqu'à l'après-élection en France, en 2022, c'est peut-être autour de juin ou juillet qu'on va commencer à penser à la succession au Cameroun si on laisse faire. Et d'ailleurs, Maurice Kamto donne des sueurs froides à ce monsieur Guillou. À chaque fois qu'il évoque le gré à gré, ou bien le fait qu'il n'y a pas, que le poste de président est vacant, monsieur Guillou se lance dans des opérations de cinéma extraordinaires où il sort en vous disant que non, le président Biya est en santé, il pue une santé d'un enfant de 17 ans. Monsieur Guillou, vous rappelez, monsieur Guillou n'est pas médecin. Et après, il vous explique que le président a à son chevet du lit Machiavel et le livre de Churchill.
Mais Monsieur Guillou, on ne sait pas les relations que vous avez avec le président, mais si vous êtes reçu dans son bureau et vous voyez ce qui se passe au chevet de son lit, vraiment, je vous dis chapeau. Nous n'allons pas faire des mauvaises interprétations ici. Donc voilà comment se débrouille Monsieur Guillou pour essayer de maintenir cette chape de plomb sur le Cameroun. Et sur le plan, là c'est sur le plan camerounais, sur le plan africain, M. Macron a engagé une pacification des relations entre la France et l'Afrique. C'est pour ça qu'il vous dit qu'il ressent un sentiment anti-français. Donc, il montre au Sérail qu'il a travaillé. Il a créé un conseil des affaires africaines composé d'Africains. Il a débloqué cette barrière psychologique du passé colonial avec l'Algérie et le Rwanda. Il reconnaît que la France a fait le génocide. Il entame la normalisation des relations avec Kigali. Il nomme comme président de la francophonie une anglophone. Et il voit maintenant, monsieur Macron va en boîte de nuit il va danser dans les boîtes de nuit des pays africains, Nigeria, Ghana, Kenya, etc. Et puis il a fait appel à Bembe pour essayer d'assouplir toute cette image de la France. Et ce sont des arguments lourds. Et toujours en Afrique, il a lancé la protection du précaré français en faisant cette fausse sortie du précaré francophone dont il part dans tous les pays et il met une anglophone à la tête de la francophonie. Il fait un faux démantèlement du franc CFA et il essaie de pirater l'éco, la monnaie de la CEDEAO. Et puis, il y a une grosse campagne contre la Russie, la Turquie et la Chine. Sans oublier que face à la présence militaire française en Afrique, M. Macron est menacé par deux scénarios, le scénario à l'Afghanistan ou au Vietnam. Mais dans les deux cas, la France va partir de l'Afrique. Mais pour l'instant, le président Macron essaye d'instaurer le scénario à la Vietnam, puisque le scénario à la Vietnam, ça veut dire qu'il faut faire venir l'Europe et l'Amérique pour faire la guerre à la place de la France et qui finalement vont finir par partir. Donc c'est tout ça que le président Macron met sur table comme argument. Et il y a d'autres arguments encore plus lourds. Je vous rappelle que depuis que ce jeune président est arrivé au pouvoir, c'est plus de 10 coups d'État qu'il a gérés en Afrique. Le hold-up électoral au Cameroun, le gré à gré au Cameroun, le coup d'État constitutionnel de Ouattara, le coup d'État constitutionnel d'Alpha Condé, l'assassinat d'Idriss Déby, le coup d'État constitutionnel des Déby, la succession purement dynastique au Tchad, le coup d'État contre Ibeka, le coup d'État dans le coup d'État au Mali par Assimi Goïta et le coup d'État contre Alpha Condé. Mais vous croyez que ce président n'a pas eu vraiment du pain sur la planche? Il l'a fait plus que les 3 derniers présidents qui l'ont précédé. Donc, en conclusion, mes chers amis, le président Macron, en mettant de côté la gestion de la succession de Biya, a pris vraiment une bonne option pour sa victoire en 2022, car il a évité un gros piège. Et de toute façon, ce n'était pas vraiment fair play de le laisser gérer cette situation. Deuxièmement, ses arguments sont recevables auprès du sérail des prédateurs, parce que vraiment, ce monsieur a travaillé dur pour pouvoir mériter ce renvoi de la succession à 2022. Et je le dis encore une fois de plus, s'il avait essayé de gérer cette succession, il n'aurait aucune chance en 2022. Mais par contre, les Camerounais ne sont pas tenus de respecter ce calendrier, car les Camerounais, le Cameroun nous appartient. Nous pouvons gérer cette situation de façon indépendante de la France sans pénaliser le président Macron. Je crois que vous avez vraiment saisi pourquoi je tenais à vous parler de ces élections présidentielles en France et le rapport qu'il y a avec la situation dans notre pays. Je vous remercie de m'avoir écouté. Partagez, s'il vous plaît.